sort. Un sort puissant, un envoûtement, une capture d'attention, un détournement de rêve. Au commencement du commencement, on vivait bêtes sauvages parmi les bêtes sauvages, indissociés du monde qui nous entourait. On était le monde. Puis le Verbe est né, le Verbe qui nomme le monde et le fait exister à la conscience, le Verbe qui le définit, le structure, le hiérarchise, le limite, nous en sépare, qu'on puisse le voir, l'étudier, le raisonner, cesser d'en avoir peur et lui donner du sens. Le Verbe qui permet à l'élite qui sait le maîtriser d'imposer ses croyances comme seule réalité, une réalité imaginaire. C'est un sort puissant, envoûté par avoir, on oublie qu'on peut être, on se croit séparé. Mais y a son ombre à s'échapper, y a son ombre à continuer, coûte que coûte à se désenvoûter. Y elles inventent, se plantent, réessaient, recommencent, retentent, réessaient, ne lâchent rien, continuent leur chemin, alimentent le rêve et font qu'il ne meurt pas. D'âme et d'histoire, on aurait dû, mais aucun mur, on n'a jamais retenu l'appel des meutes, des cœurs, des tribus, l'appel à inventer ses lois, revendiquer ses choix, partager ses envies, ses pratiques, ses idées, se mettre à l'œuvre et incarner. Alors moi en fait je vis avec des gens depuis tout le temps et puis je squatte depuis très longtemps. Puis en fait pour moi c'est un principe de vie qui va au-delà de... Enfin c'est un choix à la base, c'est un choix vis-à-vis de situations. Et pour moi en fait c'est clair que voilà, ensemble on est plus fort, que ensemble on coûte moins cher, qu'ensemble on a plus de fantaisie, qu'ensemble on peut réfléchir, et construire des choses quand même plus efficaces et plus puis se faire beaucoup plus plaisir. Enfin je suis pas du tout quelqu'un de solitaire, mais et puis élaborer des stratégies contre la consommation, en allant faire des récup ensemble, organiser des fêtes de soutien ou pas, mais pour se faire plaisir ensemble, et puis et surtout réparer une maison ensemble, aménager un endroit collectif avec tous les petits trucs de chacun, et puis arriver à trouver la petite chose qui fait plaisir à tout le monde. Et puis je me vois très mal vivre seule aussi, parce que j'ai besoin aussi de ce contact avec l'autre pour pouvoir réfléchir sur moi, sur qu'est-ce que je fais, ou sur nous, où c'est qu'on va. Et puis je pense que sans ce miroir ou cette réflexion, en fait, j'aurais de la peine à évoluer. Puis pour moi, c'est fondamental justement de pouvoir, dans les collectifs, communiquer, dire nos peurs, dire nos envies, dire où on se projette ou pas, ou d'arriver à pouvoir être vraiment franc, puis de partager ces choses-là, puis pas justement de se retrouver dans un cadre de vie comme à l'extérieur, on peut dire peut-être, mais où voilà, c'est le travail, tout est figé dans une construction où il faut faire des gosses, il faut avoir un boulot, il faut avoir un appart, il faut bosser toute sa vie, et puis moi j'ai pas envie de bosser toute ma vie, j'ai pas envie d'avoir beaucoup d'argent, je préfère essayer de construire et puis de passer mon temps à réparer ou aménager des maisons plutôt qu'à bosser pour un patron.
c'est une drôle d'époque. De l'absurde on atteint les cimes, et c'est dire si les dieux s'en moquent. Le dernier soupir du dernier martyr s'en ira dans les airs pour faire fi d'un quelconque avenir. Nous jetterons au feu les glaives, le phosphore, l'argent, les nervures, la sève et les vêtements tachés de sang. Comptez vos morts, répertoriez vos corps, car à l'absolu, nous sommes dévolus. Nous tenons au tournant du suicide permanent. N'avons qu'un seul pas à faire pour sombrer plus qu'auparavant dans les cratères, désastres, critères néfastes. Au point du jour, la catastrophe n'est qu'une tache dans l'espace. D'une main balayée, d'un point tout dégommé, ça tient qu'à un seul fil. Et ça sert à rien de questionner, ça fait trop longtemps qu'on cause, trop longtemps qu'on se ment. Et l'unique chose qui reste à faire se prépare à base de carburant. Je dis pas que c'est bien ou mal, c'est comme ça que c'est un peu. Le CCN s'est monté à l'initiative de plusieurs organisations, collectifs qui se sont retrouvés autour de cet objectif commun d'avoir un lieu dans lequel ils pourraient se réunir, organiser des événements ouverts au public et avec vraiment cette volonté d'avoir un lieu qui puisse s'inscrire dans le temps, quoi. Un lieu qui soit stable. Et donc cette possibilité, quoi, d'acheter ces murs s'est présentée à nous, quoi. On a eu l'occasion, voilà, des camarades qui ont pu nous prêter un peu de sous pour qu'on achète ce local. Et ça a été vraiment pour nous le choix qui faisait du sens vis-à-vis de cet objectif justement de pérennité du lieu. Du coup, la pérennité, ça nous permet de nous positionner vraiment comme une base de repli, on va dire, de la culture libertaire et d'être toujours présent pour les collectifs qui ont envie de diffuser ces idées, de pouvoir faire des revues, des débats, des projections, mais aussi de stocker du matos militant, des banderoles pour les manifs, d'avoir un fonds de bouquins libertaires. Et ils peuvent vraiment piocher ce dont ils ont besoin pour leur lutte, quoi. Et donc voilà, c'est vrai que il y avait cet objectif pour les organisations de pouvoir se réunir, mais aussi un objectif, on va dire, d'ouverture sur l'extérieur. Donc une ouverture qui passe forcément par l'organisation d'événements publics, que ce soit des projections, des discussions. Donc aussi l'ouverture de l'accès à une bibliothèque avec pas mal d'ouvrages justement sur des thématiques proches. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui s'est installé très vite et qui a vite bien fonctionné, quoi. Par contre, on va dire quelque chose dont on s'est rendu compte qui était beaucoup plus difficile, c'était l'ouverture du lieu sur l'extérieur en termes aussi de gestion, d'organisation et d'implication, en fait, de personnes, on va dire, un peu extérieures au milieu libertaire dans le lieu. Et ça a très vite posé certaines limites pour nous, qu'on a réalisé à ce moment-là, quoi. Sur à quel point c'est difficile pour des personnes de s'intégrer à un collectif qui partage déjà énormément de codes, énormément de culture politique commune, en fait, et à quel point aussi pour nous c'est difficile de mettre ces personnes à l'aise, d'être capable de les intégrer, de leur apporter des réponses au questionnement qu'elles se posent, pour qu'elles puissent ensuite nous rejoindre. Et pourtant ça nous semble être une question essentielle, on va dire, en termes d'objectifs, d'ouverture, pour un lieu qui se prétend avoir une visée, on va dire, justement révolutionnaire, un projet de société révolutionnaire. L'ouverture, c'est quelque chose d'essentiel, quoi, qui reste à creuser. Et après, faut pas oublier que le fait d'avoir choisi d'acheter ce lieu, ça nous oblige aussi à devoir rentrer dans nos frais, parce qu'on doit rembourser le local sur 10 ans. Là, il nous reste 6 ans à payer. Et du coup, on est obligé de rentrer dans une certaine rentabilité en essayant de garder nos objectifs militants et pas vendre
nos objectifs militants pour rembourser le lieu, mais voilà, de pouvoir quand même avoir un budget équilibré et rembourser les gens qui nous ont prêté cet argent en temps et en heure. Mais ce qui est aussi hyper important, c'est la perspective de justement en juin 2022 avoir fini de payer ce local et après de pouvoir lâcher un peu le côté marchand et se dire bah voilà, après vraiment l'argent qu'on va pouvoir rentrer dans nos caisses, on va pouvoir l'investir de façon réellement militante et oublier la partie on rembourse le local et voilà, ce lieu sera vraiment à nous. Et après, du coup, ça nous laisse la perspective de pouvoir faire plein d'autres choses une fois que ce côté-là il sera passé, quoi. Un lieu autogéré qu'il y a à Angers et de ce qui peut peut-être s'y passer bientôt et peut-être que ça va dégager, peut-être pas, on espère que ça va rester et du coup ça s'appelle Organ, c'est une chanson qui parle de ce qu'on va faire demain si le lieu dégage et on vous invite à venir si vous voulez passer prendre un café, bah, vous êtes les bienvenus. D'un fonctionnement qui a bientôt 20 ans. Et forcément, on a gardé un peu par habitude, par tradition, aussi parce que ça nous convenait, un fonctionnement basé sur l'idée que l'autogestion c'est possible pour un lieu comme le nôtre, un lieu qui se veut ouvert sur la ville, mais aussi qui a un certain nombre de valeurs sur lesquelles il dérogera pas. Ça sert à rien de les lister, mais je pense qu'elles sont relativement claires pour les gens qui connaissent l'étincelle, même qui la découvrent. On l'affiche très, très clairement. C'est un héritage qui parfois est un peu pesant, mais qui pour nous est vraiment ce qui fait la force du lieu, son ouverture et son originalité aussi sur la ville, et le fait que pour un lieu autogéré, même si on regarde un peu sur tout le territoire français, c'est un lieu qui dure depuis très longtemps, sans discontinuer depuis quasiment 20 ans, comme je disais, et que c'est notre force, et c'est ce qui nous permet de durer et d'avoir toujours des nouvelles personnes qui arrivent à s'investir petit à petit dans le lieu, quoi. Et oui, effectivement, cet héritage, à la fois, il est positif pour nous et négatif. Si on nous demandait de créer un nouveau lieu, peut-être on ferait carrément différemment, parce que finalement on se rendrait compte qu'il y a des choses qui marchent beaucoup mieux et que des fois rester sur quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est dur de créer quelque chose de tout nouveau. Mais on se rend compte que ça a ses avantages, effectivement, et puis qu'au final ça reste, malgré les mauvais côtés, ça reste une expérience qui est assez intéressante. On essaye de critiquer notre fonctionnement assez régulièrement, malgré tout, pour se rendre compte des choses bien et moins bien, notamment sur l'aspect affinitaire du lieu, qui est un peu indéniable. Enfin, il y a un noyau quand même qui est affinitaire. Quand on dit affinitaire, c'est des personnes qui vont se voir en dehors du lieu, en dehors du fonctionnement des activités du lieu, parce qu'ils sont amis, tout simplement. Et que ça peut être un frein à l'intégration de nouvelles personnes, parce que c'est pas simple. Entre rentrer dans un lieu politique et rentrer dans un groupe de potes, c'est pas la même chose. Pour des personnes qui rentreraient dans ce lieu-là,
pour juste militer simplement, ça peut le faire. Pour des personnes qui cherchent autre chose et qui auraient envie d'aller un peu plus loin, peut-être c'est un peu plus dur. Donc c'est pas toujours simple à... Et puis en plus, on se rend compte quand même que même si on se dit bah mince, on est un peu affinitaire, qu'il y a quand même plein de personnes qui viennent à Étincelle et qui récupèrent, qui piochent un peu tout ce qu'ils et elles veulent. Il y en a qui viennent juste pour boire un coup, il y en a qui viennent pour réparer un vélo. Et que nous, on peut attendre des fois de certaines choses des personnes qui viennent, comme un investissement du genre venir faire le ménage. Puis en fait, bah non. Donc ça, c'est les côtés un peu chiants. Et du coup, ça amène aussi à se dire que peut-être s'il y a un autre lieu après, et ben celui-ci, il aura permis pas mal de choses. C'est quand même vraiment ouvert dans le sens où il y a plein de gens différents qui viennent. C'est tout le temps ouvert, en fait, c'est ouvert tous les jours. Et puis que d'un autre côté, il y a un côté pas hyper sécurisant parce qu'on sait pas trop qui est-ce qui va s'investir. Et peut-être que s'il y a d'autres expériences de lieux après, bah, par exemple, moi j'aurais envie d'un truc un peu moins ouvert à tout le monde, peut-être clairement assumé, affinitaire, parce que mine de rien, c'est sécurisant et que des fois les choses elles se font plus facilement. Et puis qu'on a envie d'avoir des endroits où on se sent bien et où. Même si dans celui-ci, on trouve qu'on se sent bien quand même, quoi. Et que c'est une expérience vraiment, comme tu disais, qui est vraiment positive et sur les 20 ans, qui a apporté énormément de choses. Et il y a tellement de gens qui sont passés dans l'endroit qu'on ne peut pas dire que ce soit quand même fermé, je pense pas. Et puis même si c'est pas que positif, ça fait partie du jeu de l'expérience de l'autogestion, d'avoir des mauvaises expériences et de rebondir et d'essayer d'autres choses. Ok, ça c'était le point ménage. Ouais, ça y est, c'est fait. On a le point brochure, je peux le faire vite fait, ça dure pas longtemps. Il y a Isa qui m'a ramené ça. Ouais, check ce son. 2014. Trop de nos frères sont tombés. No sun will shine in my day today. No sun will shine. The high yellow moon won't come out to play. Voilà le tableau. On cherchait un petit terrain et on s'est retrouvé dans une grande ferme avec des chèvres, des prés, des forêts, des voisins et des voisines, tout un village. Alors exploration, rencontre, on s'invite à notre manière dans cette vallée. Quand je dis notre manière, je ne parle pas d'une seule manière. Chaque personne a la sienne. On n'a pas de programme. On se radine pas avec des grandes idées toutes faites, même s'il y a des trucs qui nous lient, qu'on partage, forcément. Bon, là, on vit ensemble, on bricole, on expérimente, on s'embrouille, on se quitte. D'autres arrivent et repartent, ou restent. Pas loin. Au bout d'un temps, on ne sait plus très bien qui est où. On devient poreux. On s'exporte tout en s'ancrant. C'est bizarre. Sans mauvais jeu de mots, il y a quelque chose de commun qui se tisse. Un outil partagé, un revenu collectif. Des danses chaloupées sur un terrain rêvé à plusieurs. Oublié parfois quand la paysannerie saoule. Mais on y revient. On clôture, on châtaigne, on fromage, on charpente. On travaille pas, on est occupé. Et puis, il y a le commun de la commune. Cette vallée où on dance floor à donf, où on échange les graines, où on partage les colères paysannes et les fureurs des villes, les bons plans matos, les cloches à piquet. Où on journée chinoise à coups de brouette, où on belote avec les anciennes, où on s'associe pour racheter les baraques avant qu'elles ne deviennent des résidences secondaires. Ça brasse, ça coule. C'est cool, ça remonte toujours à la surface et on marche jusqu'à la mer avec les enfants survoltés. C'est une bulle, c'est vrai, mais encore une fois bien poreuse et bien agitée en dedans. C'est une soupe qui cuit dans une marmite en schiste. Ça aspire, ça inspire, ça complote et ça tricote des mini-chaussettes. C'est au bout du chemin à gauche, mais si tu trouves pas, c'est pas grave. C'est où tu peux, quand tu veux. C'est pas gagné, mais le jeu est bien.
Le BD c'est du rap de time, so what? Oui, car des choses à dire, ça fait écouter les gens, passer les temps, rêver au silence, en dessus, sur les ondes en connivence avec les grands médias. Vivant dans un système hétéropatriarcal, libéral, gore, qui fait que l'individu est toujours forcé à s'identifier, à ressembler au plus commun, au plus représenté, à l'élu par l'État, que les polices du système démocratique nous assassinent, vivant une répression particulière parce que nous sommes minorités, nous sommes des asociaux, nous sommes des malades, des parias. Nous nous organisons et formons collectif à partir de nos identités déviantes, de nos pratiques fièrement revendicatives, de notre héritage féministe et de notre devenir trans. Nous voulons être chacune le support d'une nouvelle lutte, renverser les forces oppressives et les détruire. Nous donner à voir, rien qu'entre nous-mêmes, dépasser les limites du discours sécuritaire dans nos luttes, aimer énormément de nouvelles choses, de nouvelles parcelles de résistance aux polices de l'État, du genre, du corps, du vivant. Prendre la métaphore à bras-le-corps, créer la réalité, mettre en avant nos vécus, s'alimenter des histoires, des archives féministes et des luttes transpédéguines. Comprendre que nos vécus sont de la dynamite parce qu'ils ne représentent pas le consensus démocratique, parce que l'histoire de nos corps est un devenir contestataire. Ce lieu est issu de notre colère contre le monde normal, qui ne veut pas de nous et dont nous ne voulons pas. Nous revendiquons les mots trans, PD, gwyn plutôt que LGBT, lesbienne, gay, bi, trans, parce que nous ne voulons pas essayer d'être normal ou invisible, parce que nous ne voulons ni participer, ni négocier avec les institutions et en particulier l'État. Nous construisons cet endroit parce que nous avons besoin d'un espace où se retrouver entre nous, où briser l'isolement. Pour nous organiser, nous motiver, nous visibiliser, résister, lutter. Un espace où nos problématiques sont considérées comme une lutte à part entière, puisque nous ne trouvons pas toujours de soutien dans les milieux alternatifs, y compris les squats. Ce lieu est aussi un espace d'habitation en non-mixité transpédéguine. Nous squattons par choix politique et par nécessité économique. Certaines activités ou moments peuvent également être non-mixtes. Non-mixité trans-meuf-gwyn, non-mixité trans, non-mixité PD, non-mixité trans-pédéguine, etc. On m'appelle Golita, féministe au bas, nylon et paillettes. On m'appelle Ron, des lettres. Je prendrai la place, joviale et radicale. Fais mes bouchkinés, l'ISPA. Depuis 6 ans, ce lieu est le support de rencontres et de lutte transpédéguine à Toulouse, et nous nous inscrivons dans la suite de La Relou, Le Cicise, Le Sextoy, La Folle, La Tapageuse, Le Puits des Insoumises, et les prochains squats à venir. C'est pas ma faute, mais quand j'ai mangé du chocolat, je vois les autres. Tout fait assez, j'étais sur moi, c'est pas ma faute. Si je mange tout autour de moi, j'ai ornéité. Moi, Goldita. J'aurais voulu kinguer ma mère, la voir prendre de la place, accaparer l'espace, trouver classe en face à face avec la populace, s'autoriser à apprendre à dire non, porter la barbe ou la stache et donner le ton aux heures qui suivront. J'aurais voulu kinguer ma mère, la voir apprivoiser le podium, la barre, la cage, crâne rasé, binder, jambes écartées, à séduire l'assemblée, te voir gagner le concours, tu l'as si souvent vu faire. 28 ans de mariage, autant que ça te donne un privilège, non? Te voir sans détour, me choquer juste une fois devant moi, te sentir pleine d'assurance et défiance. J'aurais voulu te king aimant, j'aurais voulu te king aimant. Bonsoir, vous êtes bien à la bibliothèque féministe à Grenoble. Alors, 2 chemins des Alpins là-bas. La bibliothèque féministe, elle existe à Grenoble depuis 2002, mais c'est un projet, on peut dire, qui a commencé avant, parce que depuis quelques années avant 2002, il y a des personnes qui ont commencé à rassembler des livres, à les mettre en commun et les rendre empruntables, avec une bibliothèque qui était dans le squat de la Cour des Mônes à Dijon, un squat non mixte. Et en 2002, il y a une bande de personnes qui sont beaucoup organisées ensemble à Grenoble, pour plein de choses, et notamment autour des questions féministes, et autour de l'habitation, de faire des actions, d'organiser des soirées, mais aussi autour de choses qui ressemblent plus à des médias, avec une bibliothèque féministe, une émission de radio et un infokiosque. Et ces 3 projets étaient rassemblés sous le nom de Dégenré.
Et ces 3 projets continuent d'exister à Grenoble, mais séparément et comme gérés, organisés, fabriqués par des équipes différentes. Du coup, il y a toujours l'émission de radio dégenrée, toujours l'Infokiosque, toujours la bibliothèque féministe. Et la bibliothèque féministe, depuis 2002, elle a beaucoup déménagé. Elle a été dans des squats, dans des appartements. Elle a été en carton. Et en 2011, elle a déménagé ici à la BAF. Du coup, la BAF, qui est un centre social autogéré, qui est loué collectivement. Salut. Bonsoir. Salut. Salut. On fait le montage de la... le moral en fait surtout. Ouais, du court-métrage de la Dragonne qu'on a tourné la dernière fois à la monstrueuse permanence. Ah ouais. Hyper la pêche Une nouvelle boîte de production s'appelle les monstrueuses productions. Moi, ce que je trouve assez intéressant dans le fait de fabriquer une bibliothèque féministe, c'est que la plupart des personnes qu'on lit, en fait, de manière générale, moi je me rappelle du programme scolaire, par exemple, il y avait une seule meuf dans tout ce que j'ai étudié, et c'était pour le genre autobiographique. Voilà. Et ben du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que les personnes qui ont accès à la publication, bah, c'est pas n'importe qui, c'est les hommes blancs, cis, hétérosexuels et riches. Et un des enjeux de la bibliothèque, c'était de valoriser l'écriture des personnes qui sont minorisées dans cette société. Parce qu'en fait, c'est compliqué d'avoir accès à la publication sur plusieurs points. Il y a déjà, est-ce que tu as accès à des maisons d'édition? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu as un petit papier? Et il y a ensuite toute la question de se sentir légitime à écrire et à se dire qu'en fait, ce qu'on a à raconter, c'est pertinent. Et puis, il y aura peut-être d'autres personnes qui auront envie de le lire, quoi. Donc ça veut dire que la bibliothèque, elle est constituée d'ouvrages et de production écrits par des personnes qui sont minorisées. Donc ici, des meufs, des gouines, des trans et des PD. Une salle de gymnastique insonorisée et blindée prolongeait ces lieux des joies amollissantes. Quelques mannequins portaient des cibles dessinées aux endroits stratégiques. Les garces s'y entraînaient à différentes techniques de combat, autodéfense ou attaque. Parce qu'un des objectifs de la bibliothèque, c'est d'abattre l'hétéropatriarcat. Mais pas que. C'est aussi de lutter contre toutes les formes d'oppression systémique. Et du coup, par oppression systémique, on entend des oppressions qui font partie de la structure de la société. C'est pas juste des oppressions entre individus. Voilà, donc on peut citer le racisme, le sexisme, le colonialisme, l'homophobie, la transphobie, la lesbophobie, le capitalisme, l'islamophobie, etc. Parce que j'ai pas tout cité. On a envie de privilégier dans le collectif des analyses comme l'intersectionnalité, qui est une analyse de croisement d'oppression, racisme, sexisme et rapport de classe, qui a été développée par les féministes noires nord-américaines. Et on peut dire que nous, on se reconnaît dans le féminisme matérialiste. Tu vas nous définir. Oui. Alors le petit point de définition, ça tombe bien, mais la bibliothèque. Alors le matérialisme, c'est un courant féministe, et du coup ça considère qu'en fait ce qui se passe dans le monde, c'est comme tu l'as dit, en fait une question de système dans lequel il y a des classes, et donc il y a des classes qui sont dominantes, et il y a des classes qui sont dominées, et les classes dominantes profitent des privilèges qu'ils ont, et exploitent économiquement, mais pas que, la classe dominée. Et ce qui est assez intéressant dans cette analyse, c'est qu'on voit bien que c'est pas en améliorant un peu l'image qu'ont les dominés qu'on va se sortir de ce système. Je me dis que je me suis trompée de côté. Tu me trouves trop bizarre juste parce que tu n'arrives pas à savoir qui A une bite, qui a un vagin, qui a un liquide. qui a des seins, ça t'emmerde de ne pas pouvoir nous définir. Nous c'est ce qu'on kiffe, fiers d'être queer. Avec moi les gens. Ça fait maintenant pas mal de temps que je m'intéresse aux plantes et notamment aux plantes médicinales.
Au départ, l'idée c'était de retrouver des savoirs anciens, donc je me suis pas mal tournée vers des textes anciens, en remontant pour certains jusqu'à l'Antiquité. Et parallèlement, je me suis aussi attelée à récolter des savoirs auprès de personnes âgées en milieu rural ou montagnard. Et puis cette démarche, elle est allée de pair avec le constat que le système médical tel qu'il existe dans nos sociétés occidentales a une grande emprise sur nous, une mainmise sur nos corps, sur notre santé, notre rapport à la maladie, à la douleur, à la mort. Donc ces recherches s'inscrivent pour moi dans une démarche qui tend à aller vers un peu plus d'autonomie dans tout ça. Tous ces questionnements, ils sont aussi tissés sur un arrière-fond féministe qui m'habite, et c'est ce qui m'a amenée assez rapidement à m'intéresser à la santé des femmes et à faire pas mal de recherches sur tout ça. Pour moi, c'est pas un hasard s'il y a une mainmise énorme du pouvoir médical sur le corps et la santé des femmes, parce qu'il y a cette question de la procréation qui nous est vraiment propre et qui ne se pose pas ou quasi pas chez les hommes, qui sont pas confrontés ou de beaucoup plus loin aux maladies gynéco, à la contraception, à l'avortement, à l'accouchement. On appelle ça les plantes emménagogues, en fait, c'est les plantes qui font revenir les règles. Et donc ça, c'est la grande donnée donc on utilise la racine. Et cette racine, on la fait sécher et on l'utilise en décoction. On peut aussi la faire macérer dans l'alcool, faire des alcoolatures. Et voilà, on se fait des cures en fin de cycle, donc avant les règles présumées, pour tenter de faire revenir les règles. Donc quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années à faire des recherches sur tout ça, je me suis sentie assez isolée à la fois dans ma ville, mais aussi par rapport à beaucoup de féministes en France qui étaient plus sur des questions théoriques. Et je crois qu'il y a eu cette tension qui existe encore aujourd'hui, et je l'aperçois encore quand je m'adresse à certaines anciennes du planning familial de ma ville, par exemple. Je crois que, sans qu'on me le dise clairement, j'ai pu être perçue comme une féministe essentialiste, alors que je me suis jamais sentie proche d'une valorisation de la féminité par essence, et que le féminisme matérialiste me parle beaucoup plus. Mais je pense que ce n'est pas pour autant qu'on peut pas parler de certaines choses. Par exemple, si c'est un fait que la pilule ou l'avortement sont des acquis sociaux énormes, il s'agit sûrement pas de remettre en question ces droits, mais je pense que c'est pas pour autant qu'il faut se voiler la face sur les effets néfastes que la pilule peut avoir sur la santé et sur la dépendance au lobby pharmaceutique qu'elle implique, ou sur les abus des anesthésiants dans les avortements. Et puis en fait, c'est en me tournant vers d'autres pays francophones que j'ai trouvé davantage de connivence. Et c'est aussi ma rencontre avec le mouvement Self-Help qui m'a permis de comprendre pourquoi je m'étais sentie isolée pendant toutes ces années. En fait, le féminisme des années 70 en France a été davantage un courant intellectuel qui a pas mal mis de côté la pratique, la compréhension du corps, même si des textes de cette époque à laquelle on doit beaucoup aujourd'hui font quand même allusion. Voilà, des personnes qui défendaient le commerce équitable, qui ont lutté pour l'accréditation de la Stevia, et du coup qui ont aussi contribué à faire en sorte qu'elle soit aujourd'hui... La thématique du livre parlait à certaines personnes de manière plus directe, le lien entre les plantes du pouvoir, les plantes de la colonisation. Ça parlait déjà à certaines personnes ici ce soir. Oui. Ouais. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi pour vous le lien est évident? Les Américaines, les Allemandes et les Suisses, elles ont été plus... elles ont plus matérialisé ce lien théorie-pratique. Et elles ont davantage développé le self-help que nous. Dans le self-help, les femmes forment des groupes pour partager leurs problématiques autour de la santé, leur rapport au pouvoir médical, pour pratiquer l'auto-observation. Et la force là-dedans, c'est de réfléchir ensemble pour ne pas rester sur l'impression qu'induit le monde médical de ne rien comprendre et de s'en remettre à lui. Dans le self-help, c'est donc le collectif qui donne de la force. Et dans cette démarche, une place est donnée aux plantes et à l'automédication. Donc c'est tout ça que je trouvais vraiment intéressant. Et sur ce point, je suis vraiment persuadée que la situation française à l'égard des plantes médicinales a un impact limitant sur notre intérêt pour les plantes. À savoir qu'en 1941, donc sous Pétain, le diplôme d'herboriste a été aboli en France et depuis, les pharmaciens ont le seul monopole de la transmission sur les propriétés des plantes.
Donc il y a un héritage qui est super fort, qui se joue encore aujourd'hui, quand on voit l'expérience des plannings familiaux par rapport à celle qu'a pu être les centres de santé des femmes, que ce soit en Suisse ou en Allemagne. Alors là où je trouve que ça tend à changer en ce moment, c'est d'une part qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse aux plantes et à la gynécologie naturopathique. On pourrait se dire qu'on surfe sur la vague, entre guillemets, du vivre au naturel, mais je crois qu'il y a aussi une situation sociale qui amène à ça, avec un constat des abus de la médecine, de l'abus de la prescription des médicaments notamment, mais aussi une médecine de plus en plus à deux vitesses, celle pour les pauvres et celle pour les riches, qui conduit à devoir toujours trouver des solutions de débrouille face à ça. Et pour moi, c'est pas un hasard s'il y a de plus en plus de groupes de femmes en ce moment qui se montent en France, et notamment des groupes self-help. Moi, j'ai l'impression que ça a commencé environ il y a 5-6 ans, avec par exemple la projection un peu simultanément dans plein de villes du film « Regarde, elle a les yeux grands ouverts », avec un regain d'intérêt pour ce qui s'était passé notamment dans les années 70 avec le MLAC. Alors voilà, moi c'est vraiment cette idée de transmission et d'appropriation des savoirs qui prend beaucoup de place dans ce que je fais et qui me tient à cœur. Et comment on s'auto-organise à travers les groupes self-help à partir d'une remise en question de la médecine. Et après, plus largement, j'espère aussi que ces questions et que la débrouille qu'elles permettent ne restent pas toujours dans l'entre-soi et qu'à un moment donné aussi, on puisse se relier à d'autres luttes ou à des gens qui n'ont pas forcément accès aux soins et qui sont dans des situations de survie. Alors il y a 2 ans, on est parti dans une aventure un peu folle, on ne savait pas trop dans quoi on se lançait. On a décidé d'acheter un voilier. On était 10 personnes, parmi lesquelles des personnes savaient naviguer, d'autres pas du tout. On a chacun mis ce qu'on pouvait comme fric pour acheter ce bateau. Et ça allait de 1 à beaucoup d'euros. Et l'idée, c'était pas d'acheter un bateau pour nous, pour se faire plaisir, pour naviguer entre nous, entre copains. Mais c'était de pouvoir mettre ce bateau à disposition d'un collectif beaucoup plus large pour pouvoir donner accès à la mer, en fait. Parce que on vit dans une ville en bord de mer et la navigation, ça reste un loisir de riches. Et moi, ça me plaît pas, ce côté les bateaux uniquement pour les riches. Je pense que la mer, c'est beau et tout le monde devrait pouvoir en profiter. Quand on va affaler la grand voile, et pour l'affaler, il faut se mettre face au vent. Comme ça, elle ne porte pas et du coup, on peut l'affaler, on peut la baisser. Ou en fait, il faut qu'on... Ouais, c'est ça. Ouais. C'était aussi un prétexte pour mettre en œuvre des convictions politiques qu'on avait, et notamment de comment on peut faire ensemble, sans déroger à nos valeurs de base, assez radicales pour certains, d'autres d'ailleurs un peu moins. Et puis en plus, ensuite ça s'est ouvert parce que l'idée c'était du coup que plein de gens différents naviguent. Et du coup on s'est confronté à des gens qui étaient peut-être moins radicaux que nous ou de façon différente. Et c'est devenu une véritable aventure politique de comment on fait ensemble pour, en gardant des bases de consensus dans les prises de décision, des bases de lutte contre la domination, tout type de domination, comment on fait ensemble pour prendre en charge ce bateau et faire des projets avec ce bateau. Et puis aussi, pas de marchandisation, donc toute la vie de l'association fonctionne à prix libre. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Après, c'est posé la question de avec qui aller, enfin,
voilà, on avait envie de donner accès à la mer à un maximum de gens, mais comment faire ? À nous-mêmes déjà ? À nous-mêmes, oui. Et puis comment faire pour aller naviguer avec des gens très différents en fait. Donc on s'est mis en relation avec des assos, avec des institutions par moment, sachant qu'on avait déjà en tête l'idée qu'on ne voulait pas faire des partenariats d'association en association, mais plutôt de rencontrer des gens, de faire un tour en mer ensemble, et puis si ces personnes accrochent, qu'elles aient la possibilité de revenir individuellement, pour qu'on puisse avoir des équipages mélangés en fait. Ah ouais, c'est ça. Mais attends, j'ai pas compris le truc que t'as fait. Bah si, c'est ça. Si. Ouais, du coup, en fait, l'une des bases, effectivement, c'est que c'est à prix libre, comme tu le dis, qu'on refuse, pour le moment en tout cas, des subventions. Du coup, on est obligé de s'organiser ensemble et d'être un peu inventif sur comment on arrive à utiliser un outil qui coûte beaucoup de fric, il faut le dire, mais qu'il est possible d'investir autrement, sans subvention, avec un peu d'inventivité et de partage et de responsabilité et de recherche de fric. Du coup, l'idée, comme tu dis, c'était effectivement de faire des ponts par moment avec des associations dans lesquelles des personnes dans des situations particulières sont, mais qu'ensuite le lien avec ces personnes soit plus fort et que des gens viennent individuellement s'inscrire dans une dynamique dans laquelle ils trouvent quelque chose. Et puis après, dans la réflexion sur la domination, le monde de la mer et de la navigation est quand même assez macho. Il y a le plus souvent un capitaine à bord. Moi j'avais fait l'expérience avant de naviguer avec des copines, et chaque fois que j'arrivais quelque part dans un port, on me demandait où était le capitaine. Et puis il y avait des visages assez interloqués quand je disais qu'il n'y en avait pas. Il n'y a pas d'homme à bord ? Voilà, c'est une phrase qui revient régulièrement. Donc on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir une démarche de navigation en non-mixité. Et là, au sein d'un collectif qui est mixte, on organise des temps de navigation en non-mixité. Là, ça fait quelque temps que ça dure, et c'est chouette. Moi, ça me plaît beaucoup d'aller naviguer avec des femmes et avec celles qui se sentent telles. Parce que il y a un petit côté provoque, par rapport à tous ceux qui vont dire où est l'homme à bord, où est le capitaine. Il y a aussi un aspect se donner confiance, se montrer qu'on peut tout à fait, à plusieurs copines, prendre un bateau et puis partir en mer. Que c'est pas une histoire de force ou il y a plein d'autres stratégies. Et, voilà, donc on a appelé cette démarche-là, on l'a appelée bordel. Un bord, c'est un équipage, donc c'est le bordels. Regarde, Attends, oui, je pense, regarde, tu vois comment t'es là, tu es presque travers, du coup je pense que tu peux remonter au vent un petit peu déjà pour te mettre au près. Ah ouais ? Ouais, tu vois, pour revenir en fait. On veut s'enraciner, on se fait dépasser. On surfe sur le vent, on se fait dépasser. Immobile, toujours en mouvement, on se fait dépasser. Agrippé au bord du vide, tel le lierre et Béra. C'est là que juste avant l'hiver, les abeilles trouvent encore